Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ouh là, ma tête. Je me suis pas apprêtée, désolée, vous m'en voudrez pas. De toute façon, on est venu parler de bouquins et on est venu parler de sortie du mois de septembre, encore dans le cadre de la rentrée littéraire, de cette rentrée-là qui est en cours. Alors, je sais pas combien j'ai sélectionné de livres, je vais vous dire ça. Alors, j'ai 16 romans et 7 graphiques. C'est parti, on va commencer avec les graphiques. Donc je vais me décaler un petit peu pour mettre les vignettes ici des couvertures. Alors déjà, je vais mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas réussir à lire parce que j'ai mes anti-sèches sur mon ordinateur. Alors, sort le 6 septembre, Ce que les corbeaux nous laissent de Sophie Lelier. C'est une BD young adulte. Alors, elle est taguée historique et mythologie. Les dessins ont l'air très beaux. Je vais vous lire le petit pitch. Dans les contrées normandes du 9e siècle, Tarik et Adalric grandissent aux côtés de leur maman Galwint. Lorsque Caldaric est assassiné, il y a une erreur dans le texte. Ah, je vous la mettrai là, juste pour eux. Lorsque Caldaric est assassiné, c'est une erreur, hein. Lorsque Adalric est assassiné, Tarik se mure dans le silence. Hanté par le fantôme de son frère, il grandit à la recherche d'une vengeance qu'il espère salvatrice. Noyant son chagrin dans l'alcool et les arnaques, il est convaincu que retrouver les coupables l'aidera à faire son deuil. Bercé par les croyances celtes et vikings, Galwint se réfugie dans l'étude de parchemin pour trouver comment guider je ne sais pas quoi. Il n'y a pas la suite du résumé. Voilà. Ça m'a l'air très très ancré mythologie celtique, ce qui est intéressant. Et c'est une grosse BD, elle fait 160 pages. Et ça sort aux éditions Dupuis. Comme d'habitude, quand vraiment je sens que je vais craquer, je vous dirai cœur, ou je ferai comme ça, là. Comment on fait comme ça? Bref, voilà. Donc, une autre BD dont le thème m'intéressait beaucoup, c'est Éclore d'Aude Mermilio chez Casterman qui sort le 11 septembre. C'est aussi une grosse BD, elle fait 296 pages, c'est quand même pas rien. Parce que souvent on critique le fait que les BD c'est cher et qu'il y a peu de pages. Ouais, mais on peut les relire, hein. Moi je trouve... alors effectivement c'est une consommation plus rapide du livre, mais... il faut payer les dessins et le texte et tout, c'est tellement riche que je comprends le prix. Donc là, apparemment, c'est à nouveau une exploration quand même un peu autobiographique que Aude Mermilio continue, parce qu'apparemment, c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre, moi je ne connais pas. Une exploration de son intimité sexuelle, sentimentale et psychologique. Donc elle va parler de ses propres expériences qui l'ont parfois construite ou détruite, mais dont elle a tiré des leçons pour devenir qui elle est aujourd'hui en tant que femme. Je ne vais pas forcément vous en dire plus. Alors ça, j'ai l'impression de vous l'avoir dit le mois dernier, mais j'ai un petit doute en fait. Alors peut-être que je m'étais trompée sur la date de sortie, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle a été reportée. Donc c'est la BD Impénétrable d'Alix Garin, éditée chez Le Lombard, et qui sort le 13 septembre, et qui est aussi une grosse BD puisque elle fait 304 pages. C'est aussi un récit autobiographique, moi ça m'attire, qui va parler des différences sexuelles. L'autrice, oui c'est une autrice, Alix, a perdu en fait tout désir et voilà, et elle a dû se reconstruire, et comment c'est un peu l'histoire de cette reconstruction, la façon dont elle a repris possession de son corps, ça m'intrigue. Alors ça c'est Manu, coucou Manu, Zebras Mazwoul, qui m'a envoyé un message, elle m'a dit t'as vu, il y a une adaptation graphique de la BD, du roman de Flore Vesco, D'or et d'oreiller. Alors non, j'avais pas vu, mais entre temps du coup je suis allée voir. Donc c'est Rue de Sèvres qui adapte avec l'aide de Mayalène Gouste et de Flore Vesco, qui est aussi co-autrice de la BD, ce qui est intéressant, qui adapte donc cette réécriture de conte de La Princesse au Petit Pois à partir de son roman, qui était sorti, je sais plus quand, mais je dirais il y a 5-6 ans, et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ça me tente vraiment pas mal. C'est une grosse BD aussi, elle fait 184 pages.
Alors là aussi, c'est parce que j'ai vu le nom de l'auteur et que cette couverture est assez impressionnante. Grossir le ciel de Boris, mais aussi de Franck Bouys. Alors je ne sais pas si c'est une adaptation d'un de ses romans. Peut-être, vous me direz en commentaire. C'est aux éditions Delcourt, ça sort le 11 septembre et elle fait 120 pages. Et ça parle de Gus qui est un éleveur dans les Cévennes et qui mène une vie solitaire avec son chien Mars comme seul réconfort. Et ça parle aussi de son voisin Abel qui est devenu ami de circonstance. Un quotidien bien rythmé qui se trouve bouleversé quand des visiteurs inopportuns arrivent au village et que Gus découvre des traces de sang menant à la ferme d'Abel. Un huis clos rural saisissant sur l'isolement, la folie et le besoin de rédemption. Ça marcherait pour la partie huis clos dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je dis ça comme ça. Celle-là me tente beaucoup. Cœur. J'ai fait une pause parce qu'en fait j'ai commencé à parler d'une BD, mais comme elle est en anglais, je sais pas forcément... C'est une sortie de Junji Ito en anglais. Elle va arriver en France, ne vous inquiétez pas. On en reparlera. Donc là c'est le sujet... peut être vraiment très très bien. Donc c'est Prison pour femmes de Muriel Douru qui sort à la boîte à bulles le 18 septembre et qui fait 144 pages. Prison pour femmes, donc c'est vraiment le sujet. On va suivre Jade qui a été arrêtée pour transport de produits stupéfiants. Et en fait elle va rentrer dans la prison et elle va d'abord passer une partie de sa peine dans la partie des nouvelles arrivantes, puis ensuite elle va rentrer dans un nouveau quartier de la prison et il y a deux personnes, Florence et Mariam, qui sont deux détenues qui font partie du membre du collectif Pluriel qui a pour but d'améliorer les conditions de vie dans la prison. Et donc du coup, elle va se rapprocher d'elle. Et voilà. Jade, elle a beaucoup de mal à s'adapter à sa condition de détenue. En plus, elle n'a pas de visite ni rien. Et voilà, donc elle va se lier d'amitié avec ces femmes. Ça m'intéresse beaucoup. Le sujet n'est pas forcément évident à traiter. Et il est fortement d'actualité. Donc ça me plaît. Voilà pour les graphiques, on va passer au roman. Alors, chez La Volte, édition La Volte, sort le 5 septembre un roman de Sabrina Calvo que je ne connais pas. Cette couverture est très belle, Les nuits sans Kim Sauvage, qui est un roman de science-fiction qui mêle aussi un peu de fantastique. Et je vais vous lire un petit peu le pitch parce que ce sera mieux défini, mieux résumé que je pourrais le faire. Paris, à peu près de nos jours. Stagiaire dans un magazine pour adolescentes, Vic partage sa vie entre les passions tristes d'une mode virtuelle et son histoire d'amour dysfonctionnelle avec Maria Payette, son IA buggée. Quand l'opportunité lui est donnée de percer à jour les mystères du premier clip cyberpunk français, Les Nuits sans Kim Wilde de Laurent Voulzy, elle découvre en elle des ressources insoupçonnées, une ambition qui l'entraînera au top du monde de la haute couture parisienne, mais vivre ce rêve à un prix, déchiré entre les intrigues d'un luxe inaccessible et le poisseux de l'ouvert, monde artificiel où se sont engouffrés les désirs d'une humanité en bout de course, Vic va devoir choisir. Un choix qui pourrait bien mener, par le jeu impitoyable des forces politiques et cosmiques, présidant à la structure même de la réalité, à la désintégration du capitalisme, du virtuel et de nos derniers amours. À l'espoir pourtant, le retour au corps, au cœur battant, à la lumière intérieure. Voilà, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais ça m'intrigue. On verra, il sera peut-être à ma bibliothèque, je le prendrai peut-être. Alors, sort chez Gallimard dans la collection du monde entier le 5 septembre un roman de Nino Haratichvili qui est La lumière vacillante. On va suivre 4 jeunes femmes, Néné la romantique, Ira la cérébrale, Dina l'idéaliste et Keto l'observatrice, qui sont voisines depuis qu'elles sont toutes petites et qui ont grandi ensemble à Tbilissi en Géorgie, au moment où l'Union soviétique s'effondre et où se pose la question de l'avenir de leur pays. Ça va être le portrait en fait de ces 4 jeunes femmes qui vont faire les différentes expériences de la vie, l'amour, l'espoir, déception, trahison, etc. Et puis on va avoir le côté historique qui va être très présent dans cette histoire et des événements politiques qui vont changer leur vie. Cœur, je pense que ça peut vraiment être très très bien. Cette autrice a déjà écrit avant, comment ça s'appelle ? La 8e vie, je ne connais pas et je pense que ça peut vraiment être bien. Par contre c'est une brique, 720 pages. Je dis ça comme ça.
Alors, Ala El Aswani sort Au soir d'Alexandrie, le 4 septembre chez Actes Sud. Celui-ci est plus court, il fait 384 pages. Donc c'est un peu quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit que c'était un peu toujours la même chose, en tout cas les mêmes ambiances, mais qu'il savait certainement bien faire. Et voilà, moi j'ai lu L'immeuble Yacoubian, c'était son premier roman que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, ça me tente de refaire. Alors, j'ai dans ma pile à lire un livre que mon amie Sophie m'a prêté, c'est J'ai couru vers le Nil, qui est sorti en 2018. Mais voilà, je voulais vous dire que celui-ci sort, ça se passe à Alexandrie, à la fin des années 50, et on va y suivre une bande d'amis qui se retrouvent souvent au bar du restaurant Artinos sur la Corniche pour de longues soirées animées, durant lesquelles l'alcool aidant, ils se plaisent à refaire le monde. Unis par un attachement profond à leur ville, presque un pays à part entière, même pour ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont divisés face à l'actualité nationale et au leader charismatique Gamal Abdel Nasser. Alors que l'Égypte connaît de profonds bouleversements sociaux et politiques, qu'adviendra-t-il de ces femmes et hommes épris de justice, de beauté et d'amour, acquis à la cause cosmopolite d'Alexandrie? Voilà, donc voilà, ça peut être très très chouette. Alors, comme beaucoup de monde, j'ai vu passer Intermezzo de Sally Rooney qui va être traduit et publié le 24 septembre chez Gallimard dans la collection du monde entier aussi. Alors, je vous lis le pitch. Ivan et Peter, deux frères que les années ont éloignés, se retrouvent à la mort de leur père. Ivan, 22 ans, est un brillant joueur d'échecs, ultra sensible et solitaire. Peter, juriste renommé de Dublin, est un trentenaire aux multiples conquêtes. Tous deux vivent des amours périlleuses pendant ce moment délicat du deuil, intermède de vie où la fragilité n'exclut pas l'aventure. Voilà, ils disent qu'avec Intermezzo, l'Irlandaise Sally Rooney signe un nouveau roman sensuel et fascinant dans la veine de Normal People, où les personnages se mettent à nu, les couples se font et se défont dans une délicieuse confusion des sentiments. Moi, je suis intriguée. Il faut savoir que j'avais tenté de lire Normal People en anglais, que ce n'était pas passé, que je souhaitais le lire en français, mais depuis, du coup, j'ai rien lu d'elle. Donc, à voir. Alors, Alain Damasio sort le 12 septembre, toujours aux éditions de La Volte, dont il est l'initiateur avec beaucoup d'autres romancier et éditeur, je crois. Voilà, donc il sort son nouveau roman Quartier Libre. Alors, il sort pas Quartier Libre, Demain la ville. Ce n'est pas, il y a écrit Alain Damasio, mais je pense que c'est un recueil de nouvelles. Et les thèmes sont confinement, technopolis, surveillance automatisée, IA, épuisement des matériaux, émeute, violence policière, ghettoisation, mais aussi quand même l'invitation à une vie en société plus égalitaire, plus attentionnée envers les autres, plus joyeuse, émancipatrice, avec de nouvelles sensibilités. Après les anthologies sur le travail, au bal des actifs et la santé sauf qui peut, c'est à nos espaces urbains que la Volte s'est donc intéressée dans ce nouveau recueil né d'un appel à texte. Voilà, donc ça peut être intéressant de voir quels textes ont été sélectionnés et comment ça a été agencé, tout ça. Sort chez Fleuve Édition le 12 septembre, Loin de la fureur du monde, écrit à 4 mains par Jérôme Camut et Nathalie Hughes, je ne sais pas. Il fait 496 pages, donc c'est un bon roman policier, assez costaud. Il est tagué policier et thriller. Et le pitch, il est la rumeur et personne ne l'attrapera. On est dans le massif des Pyrénées. Alix vient d'être nommée policière municipale quand la disparition de son meilleur ami la pousse à s'aventurer seule dans la forêt primaire de la Mâchecombe, une zone interdite qui jouit d'une sombre réputation. On raconte en effet que le nombre de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Mais Alix ne craint pas la rumeur et pour ceux qu'elle aime, elle braverait les pires dangers. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle s'apprête à entrer sur le territoire de John, un être sauvage et singulier qui manifeste une réelle hostilité envers les hommes. J'adore. Bref, un bon thriller, je pense. Même si elle est policière, je pense qu'on est plus de l'ordre du thriller. Alors, sort aux éditions Heurtubise, je ne sais pas comment ça se prononce du tout, le 1er septembre, un roman de Marie-Christine Chartier, dont je n'ai pas le titre.
Le garçon d'encre. Là, c'est le pitch qui m'a intriguée. Je vais vous le lire, ce n'est pas très très long. Une maison aux murs de verre, un lac sombre, un cœur en forteresse. À la mort de son père, Maxine doit aller assister aux funérailles. C'est à contre-cœur que la jeune femme retourne dans son village natal et la maison de son enfance, lieu tant redouté, qu'elle a fui 6 ans plus tôt. Le choc est brutal, la replongeant dans ses souvenirs les plus douloureux et la confrontant à ses blessures mal cicatrisées, à toutes les fissures qui courent derrière sa façade de femme cynique et distante. Maxine compte bien repartir aussitôt la cérémonie terminée. Toutefois, une surprise l'attend chez le notaire lorsqu'elle apprend que son père a modifié son testament peu avant sa mort. Pour toucher son héritage, Maxine devra accepter une condition insolite et contraignante. Malgré son irritation, elle se plie aux dernières volontés de son père, sans se douter que sa vie en sera bouleversée. Voilà. Celui-là, je ne connais pas Marie-Christine Chartier, mais le sujet me tente pas mal. Alors celui-là, le sujet, et c'est pareil, je vous partage souvent des auteurs que je ne connais pas. Je ne sais pas si ce sont des premiers romans, je ne pense pas. Mais celui-là, je peux tout de suite vous dire que c'est cœur-cœur, il m'intrigue vachement. Donc c'est La mère diabolique de Prune Antoine, de son prénom Prune et de son nom de famille Antoine. Ça sort chez De Noël et le 4 septembre. Je ne sais pas combien de pages il fait par contre. Et alors, on est en plein confinement de 2020. On suit Christiane K, qui a 27 ans, qui tue 5 de ses 6 enfants. Condamnée à perpétuité, elle n'a pas prononcé un mot durant son procès. La journaliste enquête sur sa personnalité et sur les raisons de son geste. Adoptant une approche personnelle de l'affaire en la mettant en rapport avec son ressenti de mère, elle livre aussi une réflexion sur la place des femmes dans la société. Aïe. J'ai mal à la main, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça, j'ai très envie de le lire. Un roman d'horreur. Atlas de l'enfer de Nathan Ballingrud, que je ne connais pas non plus. Voilà, ça sort chez les Moutons électriques le 4 septembre et il fait 352 pages. Alors apparemment, on va dans une virée dans les profondeurs brûlantes de l'enfer avec ce texte, car l'enfer existe et il s'est déversé sur notre monde, depuis l'écran blafard d'un téléphone portable flottant dans les remous d'un bayou perdu, ou se rassasiant de l'esprit malmené d'un humain, il surgit pour noircir les paysages et corrompre les âmes. Mais que devient l'humain face à l'inhumain ? Semble aussi intéressant, mais j'aimerais pouvoir lire les premières pages, je pense. Chez Actes Sud, le 4 septembre, sort Saison toxique pour les fœtus de Vera Bogdanova. Il fait 272 pages, c'est un roman assez court. L'autrice est russe, et d'ailleurs on va partir suivre une famille russe entre 1995 et 2013, et plus particulièrement 3 destins d'enfants qui vont répéter malgré eux les erreurs de leurs parents. Un état des lieux aux multiples nuances de noir qui dessine avec justesse et recul une société malade, à machine à produire des vies chaotiques, contrariées, brisées. C'est un roman, pardon, je viens de tousser. C'est un roman qui est un best-seller en Russie et qui est devenu la référence d'une génération Y et la voix des femmes victimes de violences. Une diatribe noire aux accents dostoïevskiens. Là, c'est le sujet qui m'a plu. Donc, Nush Éluard, sous le surréalisme, les femmes, écrit par Johanna Mazo. C'est la biographie de Nush. Nush Éluard, qui est donc cette icône du XXe siècle, qui fut tantôt muse, mais aussi artiste, mais une artiste qui n'a pas forcément été mise beaucoup sur le devant de la scène. De 1930 à sa disparition en 1946, Nush a offert sa plastique gracile aux plus grands artistes d'avant-garde. Or, ce livre en fait le constat, malgré son omniprésence dans l'iconographie du jeune XXe siècle, elle apparaît comme un corps sans voix, sans œuvre, sans écriture. Cherchant des sources pour établir sa biographie, Johanna Mazo a dû se rendre à l'évidence, Nush est sans histoire. À peine est-il possible de certifier la date de sa naissance à Mulhouse, le 21 juin 1906, sous le nom de Maria Benz, fille de 2 parents acrobates et nomades, et celle de son mariage avec Paul Éluard le 21 août 1934. Je vous lis pas la suite, mais oui, ça, j'ai très très envie de le lire parce que ça m'intrigue. Alors ça, je l'ai mis tout en ne connaissant pas l'auteur, mais en ayant un de ses romans dans ma pile à lire, et je sais qu'il est très apprécié en fantasy, en high fantasy. Donc c'est Stéphane Plateau qui sort Les eaux de Sous le monde chez J'ai lu, qui est un court texte, il fait 256 pages, et ça sort le 18 septembre. Donc, je vais vous lire rapidement parce que
En fantaisie, c'est difficile de résumer. Pendant qu'il enquête sur d'étranges apparitions, le mage Père Romo est confronté à une entité qui terrifie 2 ordres religieux de monial. La rivalité qui oppose ces communautés émerge et Père se voit contraint d'user de ses pouvoirs et de diplomatie pour découvrir les origines de l'entité puis la vaincre. Alors, je ne sais pas si ça fait partie d'une saga, vous me direz en commentaire si vous savez, mais en tout cas, je trouve qu'un roman court pour découvrir la plume d'un auteur qui peut nous faire peur, c'est une bonne solution. Un thriller psychologique, La double vie de Laura 73 de Laurent Bettoni, qui est édité aux éditions du 123, du 123, je ne sais pas, qui sort le 18 septembre et qui fait 240 pages. Il parle de rencontres virtuelles entre un homme solitaire et une mystérieuse jeune femme qui vire au cauchemar dans la vie réelle. Je ne vais pas vous dire plus, il va y avoir une romance en dessous, mais je trouve que le sujet peut être pas mal, il faut voir après si c'est bien adapté ou non. Je verrai s'il est disponible à ma bibliothèque. Ça me semble être un thriller aussi, j'ai pas noté les tags qui étaient associés, mais cette couverture me plaît beaucoup. Ça s'appelle La maison idéale de Kate Collins, qui sort aux éditions Les Escales le 26 septembre et qui fait 400 pages. Une maison idéale pour élever des enfants. Ou pas. 2017, le mari d'Orla a insisté pour que leur famille s'installe dans une vieille demeure sur les falaises du Dorset. Mais très vite, c'est seul avec ses enfants qu'Orla passe la plupart de ses journées. Dans cette maison, qui lui est si peu familière, elle commence à entendre des bruits étranges, des portes qui claquent et son fils discuter avec un ami imaginaire. 1976, Lydia est employée en tant que gouvernante par une veuve dépassée. Elle s'occupe avec amour des enfants comme s'ils étaient les siens, jusqu'à ce que des événements incompréhensibles troublent la tranquillité du foyer. Personne ne croit Orla et Lydia quand elles racontent ce qu'elles vivent, mais elles sont, elles, bien décidées à tout faire pour protéger les enfants du mal qu'elles sentent rôder. Ça me tente beaucoup, surtout que j'adore quand il y a des maisons hantées, j'adore ça. Alors ça c'est historique, je me demande même si c'est pas une romance, donc ça s'appelle L'oiseleuse de la reine. C'est un roman d'Isabelle Duquesnoy, c'est un tome 1 de saga, Les châteaux des soupirs, et ça sort chez Verso le 27 septembre, il fait 432 pages. On est en 1786. Pour échapper au couvent ou au bordel, Liselotte épouse le riche et vieux baron de Beaupré. Préoccupé de s'assurer un héritier, il impose à la jolie roturière ses assauts lubriques, tout en l'initiant aux usages de la noblesse et à l'élevage de ses chers oiseaux. Hélas, bientôt victime d'une crise d'apoplexie, Casimir de Beaupré laisse son domaine à l'abandon et sa femme sans ressources. Or, la reine, Marie-Antoinette, s'entiche de plumes portées par une amie de Liselotte et décide de lui en passer commande. La baronne entreprend alors de repeupler son domaine d'espèces exotiques et précieuses, autruches, perdrix rouges, cygnes noirs, perroquets géants, hérons de capture, avec le soutien de Narong, un mystérieux étranger venu du Siam. Mais la colère du peuple éclate, le paradis bâti par Liselotte, devenue oiseleuse et menacée, pourra-t-il survivre à la Révolution ? Voilà, alors sur fond de révolution, on a une romance, le portrait d'une femme ambitieuse, voilà, ça me semble assez fun. Cela me tente aussi beaucoup. C'est La taille de nos seins de Agnès Jaoui qui sort le 11 septembre. On est chez Grasset et je ne sais pas combien il fait de pages. Voilà. Mais en fait, c'est la première fois qu'Agnès Jaoui écrit un roman, si je ne dis pas de bêtises. Et elle va parler en fait de l'amitié avec deux autres de ses amies quand elle est arrivée à Sarcelles, Isabelle d'Amérique et Cécile de la rue Poliveau. Et elles ont eu 7 ans quand elles se sont rencontrées à l'école de la rue Buffon. Et elles ont découvert ensemble la jeunesse, l'adolescence, etc. C'est cette histoire que j'ai voulu raconter avec des dessins de Cécile, donc une des protagonistes, peintre que j'admire et qui, comme Isabelle, est toujours mon amie chérie plus de 50 ans après notre rencontre. Alors, c'est la première fois, effectivement, qu'Agnès Jaoui prend la plume et raconte l'amitié d'abord, indéfectible mais aussi faite de rivalité, d'étonnement, de trahison, l'apprentissage de son genre, joyeux ou angoissant, empreint de doute et d'injonctions parfois douloureuses, et les humiliations scolaires, les codes sociaux, le mépris de classe, tout ce qui a forgé sa personnalité convaincue et déterminée. Tendre, cocasse, absolument personnel, l'ouvrage prend vie avec les illustrations de Cécile Partouche, pleine d'esprit et de sensibilité. Moi, j'ai très envie de découvrir, j'aime beaucoup Agnès Jaoui, donc j'ai très envie de découvrir sa plume. Je suis très curieuse, j'ai envie de retrouver sa langue un peu acerbe.
et de voir ces dessins, ça a l'air très chouette. Donc cœur, cœur, ça me plaît beaucoup. Et je me demande si on n'a pas terminé. Si, on a terminé, vous avez vu. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de me dire si, à votre avis, pour lesquels je vais craquer. Je vous ai aidé avec mes cœur-cœur. Hein. Je les achèterai pas tous, mais ceux qui me plaisent beaucoup, je vais certainement en acheter quelques-uns, voire contacter des maisons d'édition, à voir si je peux me les faire envoyer. Je reste opiniâtre sur le sujet, j'en reçois peu, mais j'ai très envie de créer des partenariats avec certaines maisons d'édition. J'espère que ça va se concrétiser. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, quelle sortie vous intéresse. Je sais qu'il y a un nouveau Michael McDowell qui va sortir, j'ai vu ça hier sur Instagram, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, mais je ne sais pas si c'est en septembre ou en octobre. Je pense que c'est en octobre, je ne suis pas sûre. Voilà, en tout cas, j'ai très hâte que septembre arrive moyennement parce que c'est la rentrée scolaire, mais j'ai très hâte que ces nouveaux romans sortent et que je puisse m'en procurer quelques-uns, voilà, et puis de vous faire des petites chroniques ici et sur Instagram. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir avec un petit pouce en l'air. Et puis si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas vous abonner, puisque je sors pas mal de vidéos en ce moment. Ça vous permettra d'être tenu au courant de mes dernières sorties. Et puis voilà, de pouvoir échanger avec moi, ici ou sur Discord. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et bon courage pour cette rentrée. Allez, bye bye!